Je pourrais intituler ma conférence « Le rôle des juges dans le désarmement de l'Europe ». Je vais partir d'un fait qui peut facilement être vérifié. Il y a 3 mois, le 31 octobre exactement, le président Macron a rendu visite à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Officiellement pour présenter sa loi antiterroriste qui lui permet de prolonger l'état d'urgence. Et puis il a présenté également un autre projet concernant l'état des prisons, suite à des rapports qui ont été faits sur les prisons françaises par cette Cour des droits de l'homme. Et il a fait un discours de plus d'1 heure à la Cour, discours dans lequel il a plaidé pour manifester l'attachement de la France à la Cour des droits de l'homme et à ce dispositif de contrôle supranational du respect des droits de l'homme. Et il a dit l'importance de l'application inconditionnelle en France des arrêts de la Cour. Cette phrase a beaucoup plu à la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle fait l'objet de nombreuses critiques et nous verrons que ces critiques ne sont pas injustifiées. Mais Macron, ainsi, a passé, si vous me permettez l'expression, les magistrats de la Cour, il les a caressés dans le sens du poil. Et il a conclu en disant qu'il était important de conserver cette Cour, car la force de ce contrôle extérieur, dit-il, est un surcroît d'impartialité et une protection contre les tentations illibérales. Vous savez que le mot illibéral, c'est un mot qu'il a à cœur d'employer à tout bout de champ. Il faut éviter l'illibéralisme. Et bien entendu, les juges de la Cour ont accueilli avec grand plaisir Emmanuel Macron. Pour tout dire, ils l'ont fêté. Alors, dans ce discours, il faut bien voir qu'il y a, comme toujours, chez Macron, une part d'habileté et d'ambiguïté. Car ce que veut Macron, c'est obtenir la bienveillance des magistrats de la Cour. Il pense qu'il pourra l'obtenir et ainsi obtenir une jurisprudence moins défavorable à la politique française, qu'il a d'ailleurs commencé, puisque ce qu'il veut, c'est d'une part maintenir les principes, n'est-ce pas, le principe d'ouverture de la France au monde entier, à l'immigration, et d'autre part, eh bien, en fait, la contrôler. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a principalement soutenu 2 points de vue fondamentaux pour lesquels elle a pris des positions, je dirais, militantes. D'abord, la faveur à l'égard des migrants et également la situation des détenus. Et d'ailleurs, il y a actuellement plusieurs dizaines de procédures qui sont pendantes contre la France sur ces 2 sujets. Alors, nous allons faire l'inventaire de cette attitude de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'effet de cette position sur les politiques françaises en matière d'immigration. Ça nous permettra également de faire une évaluation des marges de manœuvre de l'État souverain pour la survie de l'identité française et européenne. Car il est bien évident que ce problème ne concerne pas que la France, il concerne toute l'Europe. Alors, mon exposé s'articulera en 2 parties. Dans une première partie, je vais définir et détailler ce rôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, dans la deuxième partie, j'étendrai la question à la situation des juges dans les enjeux idéologiques qui sont ceux donnés par l'immigration.
Et puis, ainsi, à partir de là, eh bien, nous serons en mesure de conclure sur les possibilités qui nous restent. Alors d'abord, sur la Cour européenne de justice, il faut distinguer, comme l'a dit tout à l'heure Bastien, les deux juridictions européennes. Il y a deux juridictions européennes. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne, qui existe depuis la CECA, mais qui a changé de nom à la suite du traité de Lisbonne en 2009. Cette Cour est l'institution juridictionnelle de l'Union européenne, l'Europe des 28, et elle est subdivisée en trois juridictions très techniques, la Cour de justice, le tribunal et le tribunal de la fonction publique. En fait, le but de cette juridiction, c'est de régler les conflits entre l'Union européenne et les États, et ce, en ce qui concerne les questions de loi. C'est donc un arbitre législatif. Donc le but, c'est de faire veiller au respect de la législation européenne par les États membres. Donc, ce qui veut dire que toute loi qui est contraire aux institutions européennes, aux lois européennes, aux directives européennes, cette loi doit être abrogée. Bon, c'est ça le but de cette première Cour. Et puis, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui est souvent citée comme étant la juridiction jumelle de la Cour de justice européenne. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose, car la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas du tout été créée en 2009, ni même 20 ans avant. Elle a été créée en 1959, donc c'est déjà très ancien, par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui est une institution qui ne fait pas partie de l'Union européenne, n'est-ce pas ? Puisque le Conseil de l'Europe, c'est une union qui est là pour maintenir une harmonisation juridique sur les bases des valeurs démocratiques. Et le Conseil de l'Europe groupe 47 membres. Vous voyez ? 28 membres pour l'Union européenne, 47 pour le Conseil d'Europe. Ce n'est pas du tout la même institution. Et la Cour européenne des droits de l'homme est l'expression juridictionnelle de cette nébuleuse qu'est le Conseil de l'Europe. Le but principal de cette juridiction, c'est de contrôler le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée en 1950 et qui a été ratifiée par la France en 1974 et dont la jurisprudence a pris un essor considérable à partir de 1998, lorsque Badinter a ouvert les recours contre la Cour européenne des droits de l'homme aux particuliers, aux individus. Juste là, ce n'était pas le cas. Alors, il faut bien noter ces deux dates qui sont très intéressantes parce qu'elles nous montrent très bien, elles ont un sens, hein, puisque si la Cour a été, la Convention européenne des droits de l'homme a été ratifiée en 1974, c'est pas pour rien, c'est Giscard. Jamais De Gaulle n'avait voulu ratifier cette convention. C'est pas pour rien. Et c'est Giscard qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. De même, eh bien, les gouvernements français n'avaient jamais accepté que les individus fassent des recours contre la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'était une renonciation à des éléments essentiels de la souveraineté. Et c'est Badinter, n'est-ce pas, qui l'a autorisé sous Mitterrand. Donc vous voyez, deux dates qui sont des dates charnières du renoncement français. Alors, pourquoi fait-on un recours contre la Cour européenne des droits de l'homme? Pour la violation des droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans cette Convention européenne. Alors, il faut noter que cette Cour va statuer par voie d'exception. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des juristes, mais il faut distinguer, vous le savez, le rôle du juge lorsqu'il statue par voie d'exception de la voie d'action. Alors, la voie d'action consiste à casser un acte, tandis que la voie d'exception consiste à écarter l'acte.
Donc, ce qui fait que chaque fois que la France agit conformément à une réglementation administrative ou législative, et que la Cour européenne des droits de l'homme la condamne la France, elle va écarter l'application de cette règle, mais la règle continue. Mais ça signifie que chaque fois que une autre affaire sera présentée sur les mêmes bases, eh bien, la France sera de nouveau condamnée, ce qui veut dire que, finalement, le pays est obligé de changer la loi. Donc il y a un rôle direct sur les modifications du droit interne. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme exerce une influence considérable sur notre droit. C'est ainsi, par exemple, qu'elle a obligé la France à autoriser la création de syndicats dans l'armée, n'est-ce pas, qui était interdit jusqu'à présent. Elle a imposé la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue. Et vous savez ce que les policiers en ont dit, hein, le problème que ça représentait pour la lutte contre le banditisme. Et également, eh bien, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui est intervenue dans le domaine de la filiation pour obliger les autorités françaises à reconnaître les enfants nés de mères porteuses à l'étranger, ce qui ouvre la porte à tous les trafics. De même, la Cour a condamné à plusieurs reprises la France pour avoir voulu l'expulsion de personnages qui étaient terroristes ou qui justifiaient, qui faisaient l'apologie du terrorisme, au motif que si on les obligeait à partir, ils iraient dans des pays où ils risqueraient de subir des traitements dégradants ou inhumains. Voilà, alors, ceci pour vous dire que c'est une cour qui est composée de juges de pays du Conseil de l'Europe, dont beaucoup ne sont pas du tout des pays d'État de droit. Hein. L'Azerbaïdjan, la Moldavie, l'Albanie, la Turquie sont des pays qui n'ont pas forcément, vis-à-vis de leurs droits internes, des droits fondamentaux, des positions aussi respectueuses que la France. Et pourtant, ces juges ne se font pas faute de condamner les pays d'Europe occidentale, et je dirais exclusivement eux, pour des manquements extrêmement tatillons à des prescriptions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a déjà là une anomalie. Une autre chose qu'il faut dire, et ça c'est encore plus important, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme est arc-boutée sur une organisation administrative que l'on appelle le greffe, et qui est totalement noyautée par des hommes d'extrême gauche, d'une extrême gauche libérale libertaire, un peu, si vous voulez, dans la comment dirais-je, dans la mouvance de Soros. Hein, voilà. Donc, et ces gens-là entretiennent des relations permanentes avec les associations immigrationnistes, n'est-ce pas? Et il y a là un parti pris de cette organisation, de ce greffe, sans lequel la Cour ne serait rien, parce qu'elle n'aurait aucun moyen de connaître, de savoir, d'instruction des cas, etc. Et avec un parti pris de refus des frontières, hein, défiance vis-à-vis des États, culte de la non-discrimination, primat de l'intérêt du délinquant sur celui de la victime, et la revendication de l'individu contre l'intérêt collectif, de la procédure sur la décision et l'action, et le libertarisme moral. Donc vous voyez, il y a tout un programme déjà qui se trouve dans les organismes qui permettent à la Cour européenne des droits de l'homme de fonctionner. Alors, 3 remarques sur cette Cour qui concernent son fonctionnement, la manière dont cette Cour dit le droit. D'abord, son principe d'interprétation est de manière affirmée elliptique. Ça signifie que ce sont les juges qui décident ce que les textes contiennent. C'est une interprétation ultra large, une interprétation extensive. Les États auraient pu exiger une interprétation restrictive, mais ils ne l'ont pas fait, et la Cour se permet
tous les droits pour interpréter au besoin de manière supralarge les textes. Et ceci au mépris flagrant des interprétations antérieures. Deuxièmement, ces juges se sont donné le droit d'interpréter les faits, alors que normalement c'est une cour qui doit agir comme la Cour de cassation exclusivement en droit. Or, la Cour se permet de se saisir des faits. Elle va entretenir des réseaux qui vont fournir des éléments afin de justifier une interprétation des faits. Et enfin, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme se considère en quelque sorte comme le législateur et la Cour suprême de l'Europe. Alors, on pourrait parler de plein de sujets que la Cour européenne des droits de l'homme a traités, mais on n'aurait pas le temps. Donc je vais m'attacher essentiellement à cette jurisprudence en matière d'immigration. Et c'est ce que nous allons étudier dans ce deuxième paragraphe, les principes jurisprudentiels de la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'abord, une première exigence, l'interdiction de l'expulsion collective des migrants. On n'a pas le droit d'expulser collectivement les gens. Il faut qu'on expulse des gens pris individuellement. C'est ainsi, par exemple, que le 28 février 2017, eh bien, il y a deux demandeurs d'asile qui étaient originaires du Bangladesh et qui ont été pris en flagrant délit d'escalade des barrières entre la Serbie et la Hongrie. Et ils ont été expulsés vers la Serbie, alors que la Hongrie s'est refusée à procéder à une appréciation individuelle de leur situation. La raison est très simple. Ces gens, on ne va pas discuter de savoir qui ils sont, quelle est leur filiation, quel est leur métier, etc., etc. Ils ont été pris en train de faire une infraction, c'est-à-dire d'endommager la barrière pour passer par-dessus. Bon, en soi, c'est déjà un délit, et il est punissable en ce sens par les lois hongroises. Les Hongrois disent, vous repartez d'où vous venez. Ils auraient pu dire, non, on va vous juger sur place, mais non, il dit, c'est même pas la peine. Hein, l'infraction est constituée, elle est flagrante, hein, donc on vous vire. Ça paraît pas absurde. Ah, mais non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il faut procéder à une appréciation individuelle de la situation. Savoir quel est leur passé, quel est leur casier judiciaire, ce qu'ils ont fait avant, etc., ce qui n'intéresse absolument pas la Hongrie. Hein. Mais c'est une obligation. De même, la Cour a condamné l'Espagne pour avoir envoyé collectivement et sans décision administrative des migrants arrivés à Melilla en escaladant le grillage de 5 mètres, armés de gourdins et de couteaux. Bon. Ces deux requérants, qui sont originaires du Mali et de la Côte d'Ivoire, ont été interpellés alors qu'ils passaient armés de gourdins, disons d'armes de poing et contournantes, la clôture, et ils ont été pris sur le fait, immédiatement menottés et renvoyés vers le Maroc, à 300 km de là. Et la Cour nous dit, ils n'ont fait l'objet d'aucune procédure d'identification de la part des autorités espagnoles. Ce qui donne nécessairement un caractère collectif. Et les Espagnols répondent, oui, d'accord, enfin c'est quand même difficile de faire une identification pour des gens qui ont brûlé leurs papiers et qui refusent de dire qui ils sont. Ah, on ne veut pas savoir. Hein. Ce principe ne doit souffrir aucune exception. Ça, c'est un leitmotiv. La Cour européenne des droits de l'homme répète ça sans arrêt. Ce principe des droits de l'homme ne doit souffrir aucune exception. Bien. Alors, bon, très bien, ils refusent de répondre, il faut les interroger. Il faut les interroger, il faut leur demander. Mais vous allez voir que là aussi, ce n'est pas possible. Et donc la Cour a condamné le gouvernement national à payer 5 000 € à chacune de ces personnes qui avaient pénétré sur le territoire espagnol en escaladant les barrières armées de couteaux et de gourdins.
Et elle conclut en disant ils n'eurent pas la possibilité d'exprimer sur leurs circonstances personnelles, ni d'être assistés par des avocats, des interprètes ou des médecins. Et ça va plus loin. Dans une autre affaire qui s'appelle l'affaire Claifia contre Italie, eh bien, les Italiens ont bien retenu la leçon, ils ont bien fait à donner à chacun un arrêté d'expulsion, mais l'arrêté était rédigé en termes identiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personnalisation de l'arrêté d'expulsion. On n'a pas dit monsieur un tel qui est fils de machin, etc. Mais de toute façon, il refuse de le dire. Et ils n'ont pas bénéficié d'un entretien individuel. Vous voyez l'État, l'exigence invraisemblable de la Cour européenne des droits de l'homme. Deuxième principe, interdiction de la détention préventive. Bon, on a arrêté les gens à la sortie de la barrière, hein, et on veut faire un examen préventif, un examen individuel, comme la Cour l'exige. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui dire, bon, vous restez là, attendez un peu, on va venir. Il y a 200 personnes qui attendent, prenez votre tour. Et, par conséquent, il faut les retenir. C'est interdit. On n'a pas le droit de les détenir. On doit les laisser partir, n'est-ce pas? Interdiction de la détention préventive. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie le 1er septembre 2011 pour rétention illégale, puis dans l'île de Lampedusa, puis sur des navires de gens qui étaient des migrants irréguliers que l'Italie voulait interroger. Troisièmement, donc vous voyez, toutes les portes se ferment. Il n'y a qu'une solution, c'est laisser rentrer les gens. Hein. Toutes les procédures, toutes les exigences ont pour but d'empêcher les États de faire leur travail et de contrôler l'immigration. De même, une exigence absolument extravagante concernant les pays de renvoi. La Cour européenne des droits de l'homme a tranché en défaveur de nombreux pays européens en interdisant l'expulsion dans le pays d'origine, le dernier pays avant la frontière. Pourquoi? Eh bien parce que ces pays ne présentent pas des garanties suffisantes pour la survie de ces immigrés. Par exemple, la Serbie, des immigrés qui venaient de Serbie en Hongrie et qui ont été renvoyés en Serbie, on a dit non, la Serbie ne peut pas être considérée comme un pays sûr. Alors si ce n'était pas un pays sûr, on se demande pourquoi ils sont passés par là. Et donc, cette argumentation, elle permet de dire non, non, vous êtes obligés de les garder. De même, Malte est considérée comme un pays non sûr. Je ne sais pas si vous êtes allé à Malte, hein, bon, ça ne m'a pas paru un pays d'insécurité. Eh bien non, vous renvoyez les gens à Malte. Malte, ce n'est pas un pays sûr car il ne bénéficie pas d'un système de protection sociale tel qu'il était recherché par les migrants. L'exigence insensée. Mais ça va plus loin. Dans l'affaire Tarakel contre la Suisse, vous aviez une famille de Bangladeshis qui ont été renvoyés vers l'Italie, et on a estimé que l'Italie n'était pas un pays dont la protection sociale et les remboursements médicaux étaient d'une telle qualité qu'on puisse le faire. Non, il fallait qu'ils restent en Suisse. Vous voyez, c'est une jurisprudence insensée. Ce sont des histoires de fous. On a la Cour européenne des droits de l'homme a inventé le système, le mouvement perpétuel, le labyrinthe dont on ne peut pas sortir. De même, la Cour refuse d'appliquer le règlement de Dublin dans bien des cas, notamment quand l'État, en l'occurrence la Grèce, dans lequel les immigrés sont rentrés pour commencer, se trouve dans l'incapacité de donner un gîte et un couvert suffisants. Donc il faut qu'ils restent dans les pays où ils sont allés. Le règlement de Dublin est suspendu. De manière, alors que la Cour n'a absolument aucun droit de suspendre l'application des accords de Dublin qui est international. Mais alors là, il y a autre chose encore plus grave.
Là, je vous demande votre attention parce que c'est vraiment, nous sommes dans une atteinte portée à un principe fondamental d'indépendance de nos nations. La Cour refuse de considérer qu'une pénétration clandestine sur le territoire national puisse être un délit. Ça s'appelle la théorie de la dépénalisation de la violation de frontières. Alors, je cite la Cour, je vais citer le rapport de la Cour que j'ai lu. Ces étrangers ne sont pas des criminels. Leur seul tort est d'aspirer à une vie meilleure. C'est également vrai pour les migrants en situation irrégulière. Le droit international, poursuit la Cour, établit clairement le principe selon lequel les étrangers dont le seul tort est d'avoir enfreint les dispositions relatives à l'immigration ne doivent pas être traités comme des délinquants par les États de transit ou d'accueil. Et pourtant, s'indigne la Cour, les États ont tendance à faire exactement le contraire. La criminalisation des migrations est de plus en plus répandue. Il importe, nous dit la Cour, que les États membres n'emploient pas le terme d'immigrés illégaux et d'immigration illégale dans leur communiqué de presse et dissuadent avec sanction les médias d'en faire usage. Vous imaginez? Jusqu'où va cette Cour? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, deux choses. D'abord, sur le plan pratique, refus de la détention pour les clandestins. Les gens sont des délinquants, hein, ils ont enfreint une loi pénale française. Bon, le délit est flagrant, on ne peut pas les retenir, il faut les laisser partir dans la nature, bah, bien sûr chez nous. Hein. Et la rétention ne doit intervenir qu'en dernier recours, et elle doit être autorisée par un tribunal. Vous voyez ? Aucune décision administrative ne peut permettre la détention. Vous imaginez les tribunaux qui sont chargés jusqu'à la gueule de causes. Il faut attendre quelquefois 2 ans avant d'avoir une décision. Bah, en attendant, qu'est-ce que vous en faites? Vous les laissez courir. Donc, à la rigueur, s'ils vont dans des centres de rétention, ce doit être des centres de détention ouverts, dans lesquels ces personnes sont séparées des personnes, des délinquants. Puisque ce ne sont pas des délinquants, il faut les mettre dans des centres ouverts, hein, dans lesquels ils puissent sortir, se balader, il faut leur donner des moyens de prendre les transports, tickets gratuits, tout ça, bref. Et de plus, si ces migrants font des délits, on ne peut en aucune façon, nous dit la Cour, considérer que le fait qu'ils soient déjà des délinquants soit une circonstance aggravante. Vous voyez ? Ils sont venus chez nous en violant la loi, bon, ils vont agresser, violer, etc., faire des délits. Ah mais non, c'est pas une circonstance aggravante. Bon, ils peuvent être punissables pour leur délit, mais le fait qu'ils soient clandestins n'a rien à voir avec la question. Alors, la deuxième conséquence, et qui est alors une conséquence de juriste, hein, que je ne peux que faire en tant que juriste, c'est que les États perdent la maîtrise de leur droit pénal. Et si l'entrée clandestine, au besoin par la force, n'est pas délictueuse, alors qu'est-ce que c'est? C'est une imprudence? Une négligence? Un quasi-délit? En fait, tout se passe comme si l'État était privatisé, considéré comme une personne privée par la Cour européenne des droits de l'homme. Sixièmement, c'est une chose difficile à croire, mais la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que on ne peut pas user de la force pour protéger le territoire national. C'est interdit d'user de la force pour empêcher les non-ressortissants, de pénétrer sur le territoire national. Ces mesures qui sont prises pour contrôler l'entrée doivent être compatibles avec l'interdiction des peines et des traitements inhumains ou dégradants. Et ce, même si cette pénétration est faite par la violence. Vous avez un gendarme, un garde civil espagnol qui a été gravement blessé par les migrants qui l'ont attaqué à la frontière entre Fès et Ceuta. Eh bien, ses camarades l'ont défendu. Eh bien, l'État espagnol a été condamné à réparer les conséquences de cette défense. Voilà où nous en sommes, n'est-ce pas?
Et la Cour ajoute, alors une formule nouvelle et tout à fait étonnante, en matière d'interception des mouvements illégaux ou de prévention des entrées clandestines, les États doivent respecter le droit de toute personne à quitter son pays. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous avez un État qui interdit à ses ressortissants de sortir, ce sont les gens, les pays dans lesquels ils vont aller, qui doivent être du croire de cette obligation. C'est hallucinant. Et puis la Cour s'immisce dans... Alors, une autre chose aussi, lorsque des migrants refusent de rentrer dans des mouvements, des moyens de transport, par exemple pour les expulser, eh bien on n'a pas le droit de les y forcer physiquement. On ne doit absolument pas faire user de la force physique pour obliger les migrants à s'en aller. Vous voyez que l'État est muselé, il est ligoté de tous les côtés. D'autre part, la Cour s'immisce dans des considérations d'opportunité. Par exemple, la Cour interdit l'expulsion quand on estime que la personne concernée a des attaches familiales fortes avec le pays qui entend l'expulser. Par exemple, j'ai déjà mon cousin qui est sur place, j'ai déjà ma belle-sœur, etc., etc. Vous n'avez pas le droit d'expulser comme ça. Le droit de se marier. Eh bien, la Cour nous dit on ne doit pas ériger d'obstacles empêchant les migrants en situation irrégulière de se marier. Alors, vous imaginez la conséquence. C'est que chaque fois qu'il y a des migrants quelque part, vous avez des agences patrimoniales bidons qui organisent des mariages blancs, qui sont d'ailleurs divorcés quelques mois plus tard, et qui permettent d'avoir une nationalité française et de se retrouver sur le territoire français, au moins en résident autorisé. Aucun moyen de l'empêcher. De même, il ne faut pas refuser les droits aux prestations sociales pour les migrants. Et la Cour ajoute, même si celles-ci ont eu une cotisation en contrepartie. Ça signifie qu'il faut donner aux migrants des droits que nous refusons aux Français. Les Français, parce qu'ils n'ont pas cotisé. La Cour oblige à donner aux gens qui arrivent plus d'avantages qu'on en donne aux Français. Et puis, interdiction de conditionner toute prestation par un séjour minimal sur le territoire. Et puis les États doivent cesser de fixer des objectifs chiffrés pour l'expulsion, puisque vous savez qu'actuellement 90% des expulsions ne sont pas effectuées. Eh bien, les États ne doivent pas mettre en lumière ces chiffres et récompenser les administrations pour si elles augmentent les expulsions qui n'ont pas été faites. Car, nous dit la Cour, ces objectifs pourraient pousser les forces de l'ordre à procéder à de plus en plus d'interprétations avec des méthodes contestables. De même, il est interdit aux policiers de porter des masques. Pourquoi? Parce que ainsi, les associations qui surveillent l'accueil des migrants ne pourraient pas photographier ces policiers et ainsi les dénoncer à la Cour. D'ailleurs, la Cour exige que les associations d'aide aux migrants soient intégrées dans... leur présence est obligatoire pour toutes les opérations d'accueil et de dénombrement. Les personnes placées en détention devraient avoir le droit de contracter sans frais toute personne de leur choix, un avocat, membre de la famille, organisation non gouvernementale, etc. Et ce, de manière gratuite. N'est-ce pas? Avoir accès aux soins médicaux appropriés et bénéficier d'un service d'un interprète, d'une assistance juridique gratuite. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, il y a un ligotage de l'administration française, et d'ailleurs de tous les pays d'Europe, en ce sens. De même, la Cour exige que l'on ne procède pas à l'interpellation de migrants en fuite, qui sont partis dans la nature, autour des préfectures et autour des écoles. Et oui, bien sûr.
parce qu'autour des préfectures, il y a les gens qui viennent pour toucher les minima. Autour des écoles, eh bien, il y a les migrants qui ont mis leurs enfants à l'école, gratuite bien sûr. Et si on pouvait les interpeller, eh bien, ce serait faciliter la police. Non, c'est interdit. Dernière chose, presque dernière chose, responsabilité des États accueillants pour les mauvais traitements subis dans les pays d'origine. Eh bien, à la suite d'un arrêt déjà ancien, Suring contre Royaume-Uni, eh bien, lorsqu'on refoule un migrant et qu'il s'en va de son propre gré dans un pays où il reçoit des traitements inhumains, c'est l'État qui a expulsé qui en est responsable. Vous voyez, ce retournement incroyable de la responsabilité qui est effectué. Là, il y a toute une jurisprudence, un arrêt de 2012, l'affaire Sijama contre l'Italie, etc. La Suisse également, l'arrêt AA contre Grèce du 22 juillet 2010, etc., etc. Et quand la Cour accepte un arrêté d'expulsion, elle a sorti cette acceptation, ce rejet du recours, elle l'a sorti d'un sursis. Elle dit, oui, vous pourrez l'expulser, mais pas tout de suite. Vous devez attendre que la grande chambre de la Cour se soit prononcée, dans le cadre d'une cassation, d'un dernier appel. Ce qui veut dire que comme les délais sont extrêmement longs, eh bien, ça veut dire qu'on va devoir maintenir les gens pendant 3, 4 ans supplémentaires. Donc vous voyez, c'est une jurisprudence qui a pour but et pour résultat de rendre totalement impossible le contrôle de l'immigration. De rendre totalement impossible la distinction entre les migrants économiques et les migrants qui demandent le droit d'asile. Il y a une impossibilité qui est soigneusement établie, qui est montée de toutes pièces pour ligoter les États. Alors face à l'emballement de cette machine, eh bien, il n'y a qu'une solution, soit abdiquer et subir, ce qui veut dire accepter à brève échéance la submersion par ces États. Il faut quand même voir l'immensité des populations qui sont l'appel d'air que représente le différentiel de niveau de vie. L'Afrique, le nombre des populations sans travail et sans emploi en Afrique qui voient l'Europe comme l'Eldorado, n'est-ce pas? Donc, soit on accepte ça, soit il faut le refuser. Mais alors à ce moment-là, que faire? Peut-on renégocier la Convention? C'est impossible, car la Convention européenne des droits de l'homme ne peut absolument pas être modifiée. La seule solution, c'est de quitter la Cour européenne des droits de l'homme et donc refuser que l'on continue à appliquer cette Convention à nos États. L'article 58 du traité du Conseil de l'Europe le permet, moyennant un préavis de 6 mois, et donné par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. En réalité, c'est tout à fait possible sur le plan juridique, mais ça implique un coût politique en termes d'image que, bien entendu, M. Macron n'est absolument pas prêt à payer. Admettons qu'on le fasse. Est-ce que la dénonciation de la Convention européenne des droits de l'homme et le rejet de la compétence de la Cour serait suffisant pour arrêter cette immigration incontrôlée, immigration de masse? Eh bien, certainement pas. Car rien ne s'est fait sans la complicité des tribunaux français, tribunaux judiciaires, mais surtout tribunaux administratifs, qui ont trouvé dans l'application directe de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme le moyen de contourner la loi et d'accroître leur marge de manœuvre. Et sans parler de l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la Cour de justice européenne, qui adopte maintenant de plus en plus dans sa jurisprudence beaucoup d'oppositions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Rien ne s'est fait sans la complicité des tribunaux français. Et pourquoi? C'est ce que je vais aborder dans la deuxième partie de mon exposé, que j'intitulerai « La confiscation de l'État par les juges et la prégnance idéologique ». Il s'agit d'un phénomène nouveau et pourtant en même temps très ancien. Car nous avons connu dans le passé, dans l'histoire de France, des périodes où le pouvoir politique était l'enjeu d'une confiscation par les juges. Comment cela est-il possible? Eh bien, pour le comprendre, il faut se remettre à l'esprit les caractéristiques de l'acte de juger et celles du pouvoir politique. Et ce concerne principalement les mécanismes corporatifs du juge. Le juge a une fonction élevée, en dignité, très valorisante, mais peu rémunératrice. S'il essaye de rendre son métier plus rentable, il se déconsidère, c'est très risqué, c'est ce qu'on appelle la corruption. Donc, la seule voie qui lui est offerte, c'est de se donner de l'importance en battant en brèche l'État. Et ceci pourra se faire à mesure de la faiblesse de cet État. Si l'État est fort et brutal, les juges se soumettent. Si l'État est plus débonnaire, les juges peuvent fronder. Le résultat est alors toujours le même, c'est la paralysie du pouvoir. Alors, nous avons une expérience déjà très ancienne, qui est celle des parlements, au XVIIIe siècle, que vous connaissez bien. À Bordeaux, vous aviez un des parlements les plus remuants, à Toulouse aussi d'ailleurs. Alors, les juges du Parlement sont des gens qui sont comblés d'honneur, parce qu'ils jouent un rôle très important dans l'État. Ils sont propriétaires de leurs charges à partir d'Henri IV. Mais ils se croient, peu à peu, un organe majeur de la souveraineté. Et d'ailleurs, ils s'intitulent Cour souveraine. Donc, ils admettent mal l'intrusion du pouvoir royal dans leur fonction, l'évocation, le droit d'évocation. Et il leur vient à l'idée qu'ils ont un pouvoir de contrôle, voire de censure, des décisions royales. Et après la Révolution anglaise, là on parle du Parlement anglais, évidemment ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est le même mot. Les parliaments britanniques, en réalité, c'est une assemblée, ce sont deux assemblées, dont l'une est élue, et l'autre est une assemblée aristocratique. Et les parlements ne sont élus par personne. Ils ont acheté leur charge. Mais bon, ils oublient ce fait et ils se considèrent comme une représentation. Et ils vont lutter contre le pouvoir royal pendant un siècle et demi. Et ils sont animés par une idéologie religieuse qui renforce leur solidarité et leur détermination, qui est le jansénisme. Les parlements ont été, entre, disons, 1680 et 1789, essentiellement dominés par les jansénistes. Pas tous, mais la plus grande partie. Et donc les rois ont limité l'autorité des parlements, Louis XIV les a muselés, Louis XV aussi par l'édit de la flagellation, en 1771. Mais en 1774, Louis XVI, mal conseillé par le plus mauvais ministre de l'Ancien Régime, Maurepas, fait rappeler l'ancien Parlement, et les parlements refont leur travail, leur mauvais travail de paralysie de l'État. Et ils préparent ainsi la Révolution, qui d'ailleurs n'aura pas de tâche plus urgente que de les détruire. Je ne sais pas si vous avez eu l'idée de lire certains textes des parlements. Moi, j'ai lu le testament du Parlement de Toulouse. Ça m'intéressait de voir un peu tous ces magistrats dont certaines familles subsistent aujourd'hui. Et je suis frappé par le caractère pompeux et vide de leur discours. Alors, ils se réfèrent à de grands principes. Ils disent, nous parlons, ce discours, ce dernier testament est un monument que nous livrons à l'admiration de la postérité. Voilà. Bien. C'est-à-dire vraiment très très peu de choses. Mais pendant plusieurs centaines d'années, enfin plus de 100 ans, ils ont ainsi paralysé le pouvoir. Et pourquoi? Eh bien parce que
dans le Parlement, dans la justice d'Ancien Régime, il y a un principe très important, c'est que le pouvoir royal n'était pas un pouvoir totalitaire, puisque le pouvoir existait de manière indépendante de la société. C'est ce que rappelle le mémoire abrégé pour les princes du sang, qui dit ceci: nul acte des rois ne peut avoir de force contre la loi fondamentale de l'État. Donc la fronde des juges s'appuie sur ce qu'il y a de plus métaphysique dans le pouvoir. Après la Révolution, c'est fini, bien sûr. Parce que la Révolution ne maintient pas cette idée. Elle dit la représentation nationale n'est pas obligée de respecter la justice puisque c'est elle qui la définit. Mais le système a complètement changé. Ce qui faisait la force des parlements, c'est qu'ils disaient, en fait, nous défendons ce qu'il y a de plus profond dans l'État. Mais après la Révolution, c'est fini. Le bien et le mal, c'est la démocratie, c'est la représentation populaire, nationale qui le fait. Donc il n'y a plus d'esprit des lois, n'est-ce pas? Le mécanisme de la souveraineté a changé et il est devenu bien plus totalitaire qu'il n'a été. Ce qui fait que quand les juges veulent interpréter le droit, immédiatement ils sont accusés de forfaiture et les juges n'ont plus la possibilité d'interpréter le droit. Fini l'indépendance du magistrat. On peut le révoquer comme on veut et on peut l'accuser pour son activité. Et c'est pour ça que pendant tout le XIXe siècle et jusqu'à nos jours, il y a eu de nombreuses épurations de magistrats. En 1816, le ministère de Cazes a révoqué la moitié des magistrats qui étaient ultra-royalistes. En 1831, Casimir Périer a révoqué tous les magistrats qui étaient légitimistes. En 1848, eh bien, c'est le gouvernement provisoire qui a révoqué les magistrats orléanistes. En 1876, la Troisième République révoque les bonapartistes. En 1905, on révoque les catholiques. Et en 1945, on révoque les pétainistes. Eh bien oui, bien sûr, parce que l'État ne peut pas se permettre d'être bloqué par le juge et que le juge doit respecter l'esprit de l'État. Et quand l'État change, le juge doit changer aussi. Alors évidemment, on peut compter sur leur versatilité, sur le sens de l'opportunité qu'ils peuvent avoir, mais s'ils ont vraiment des convictions, ils ne peuvent pas les conserver et conserver leur fonction de magistrat. Donc, si vous voulez, très important cette notion d'idéologie. Alors nous avons vu que les magistrats parlementaires avaient cette idéologie janséniste. Eh bien, on a de nouveau le retour de l'idéologie avec la période postérieure à 1945. Que se passe-t-il en 1945 ? Eh bien, il y a le procès de Nuremberg. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a eu deux vainqueurs, un grand vainqueur, qui était les États-Unis, et un petit vainqueur, qui était l'URSS. Mais tous les deux sont des messianismes. Et le messianisme définit le bien et le mal. Le messianisme ne permet pas de dire « il y a la raison d'État ». Non, il y a le bien, il y a le mal, le combat du bien et le combat du mal. Donc, tant les Américains que les Soviétiques vont exiger un jugement des chefs nationaux socialistes. Churchill, qui n'était pas, qui était citoyen d'un État traditionnel, disait avec beaucoup de finesse, tuez les chefs nationaux-socialistes, bien sûr, mais ne les jugez pas, parce que vous allez porter atteinte à la nature de l'État. Et donc, ils vont effectuer ce procès dont va émerger deux choses très importantes. D'abord, l'idée qu'il existe un droit sous-jacent placé au-dessus des lois nationales. Donc, il n'y a aucune hiérarchie sociale ou militaire qui peut justifier l'obéissance à des ordres qui s'y opposent, et même pas lorsqu'on a le risque d'être fusillé. Hein ? C'est ce qu'on appelle le droit de Nuremberg. Deuxièmement, l'idée que cette norme supérieure est éternelle, n'est-ce pas ? Et qu'elle s'applique par conséquent rétroactivement. C'est donc l'idéologie américaine fondée sur le messianisme puritain qui s'impose de manière absolue. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique essentiellement l'irruption d'une idéologie universaliste dans le droit, celle des droits de l'homme à la façon des USA. C'est-à-dire que le principe jacobin
établi à la Révolution, qui disait simplement que bon, bah, c'est le droit, le juste, c'est l'État qui le définit, c'est terminé. Et on retourne à une morale contraignante. Sauf que c'est une morale, évidemment, qui n'est pas fondée sur la métaphysique divine, n'est-ce pas? On rétablit un humanisme autoritaire, mais qui se fonde sur une théocratie sans Dieu. Donc, si vous voulez, la conséquence de ça, c'est très important. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce qu'elle est fondamentale. Peut-être parmi les choses les plus importantes qu'il faut savoir. C'est que quand vous avez affaire à une idéologie comme celle-là, le juge, s'il se réfère à cette idéologie, il va toujours considérer que plus il lui donne d'extension, plus il l'amène à ajouter des cas d'application, et plus il va faire son métier conformément à ses buts. Ce qui veut dire que c'est un processus sans fin, un processus d'extension qui permet d'étendre à l'infini les sanctions d'un principe qui est considéré comme fondamental et qui ne peut pas avoir de fin. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est tout le contraire du droit. C'est la négation du droit. Parce que le droit, il vous dit, bon, très bien, il y a, la loi dit ça, quand on n'est pas dans ce cas-là, il n'y a pas de faute. Nulla pena sine lege. Hein. Si on est en dehors du cas prévu par la loi, ce n'est pas le cas. Non, non, là, le juge va se permettre de dire, oui, non, mais l'esprit de la loi est fondé sur tel principe. Il faut appliquer ce principe. Si on applique ce principe, on aboutit à dire que, et on va étendre la portée de la loi. C'est donc la négation même du droit considéré comme protection de l'état de droit. Il n'y a plus d'état de droit. Les Romains disaient summum ius, summa ignoria. On peut l'appliquer dans un sens nouveau à cette situation actuelle. Et donc, le juge n'applique plus le droit positif, il vaticine sur ces droits de l'homme, dont le grand juriste catholique Michel Villet disait qu'ils étaient des pétitions et non pas des droits. Eh bien, c'est ce principe qui va s'appliquer à la jurisprudence immigrationniste des tribunaux français comme européens. Hein. Dans son livre qui s'appelle La République et ses immigrés, le conseiller d'État Patrick Weil, qui est un des pontes de l'immigrationnisme, nous dit, eh bien, toutes les tentatives de juguler l'immigration, que ce soit celle de Giscard, de Pasqua, de Barre et de tant d'autres depuis 40 ans, elles ont toutes échoué parce qu'elles ont été sabotées par les tribunaux. Et aujourd'hui encore, un délinquant clandestin et un peu patient, et soutenu par des organisations qui sont d'ailleurs subventionnées pour cela, hein, eh bien, il peut engager une dizaine de recours successifs contre l'État, et il finit toujours par avoir satisfaction. Quant aux enfants français en danger, il n'y a plus de place pour eux dans les centres départementaux d'aide à l'enfance, car les juges les remplissent avec des mineurs étrangers, clandestins, et qui sont d'ailleurs très souvent pas du tout mineurs. Donc, pour pouvoir passer par-dessus cette tendance des juges, il aurait fallu le vouloir, c'est-à-dire en faire un objectif primordial, en brisant les obstacles, et en abrogeant les traités internationaux qui, tour à tour, nous ont chaque année un peu plus ligotés. Et ces traités sont faits pour ça, pour nous ligoter. L'abbé Barrault, qui avait écrit il y a déjà 30 ans, 30 ou 40 ans, un livre sur l'immigration, disait « Tant que la France respectera la Constitution et les traités, l'immigration continuera ». Donc, nous assistons à une confiscation du pouvoir par les juges. Le pouvoir n'est plus en mesure de faire une politique suivie et d'appliquer les principes du politique. Donc, de même qu'en 1750, les parlements étaient jansénistes, les juges du syndicat de la magistrature veulent une justice partiale, ce qui est évidemment le contraire de la justice.
Alors, je ne vais pas vous détailler par le menu tous les cas de cette tendance des juges à étendre leur pouvoir de manière quelquefois absurde. Je mentionnerai seulement 2 cas. Eh bien, la compétence universelle, la prétendue compétence universelle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est tout simplement le droit pour les juges de connaître, pour les juges pénaux, de connaître de faits qui se sont produits dans le monde, n'importe où, dans la mesure où une autre juridiction ne s'est pas saisie. Ainsi, par exemple, que le tribunal correctionnel de Bruxelles a mis en accusation Ariel Sharon pour des actes qu'il avait fait en Israël. Ou le juge Balthazar Garston qui a demandé l'arrestation de Pinochet alors qu'il était en visite à Londres. Vous voyez, ça, c'est la compétence universelle. Pouvoir totalement insensé, mais qui s'appuie sur cette Convention universelle des droits de l'homme qui dit qu'aucun crime contre les droits de l'homme ne doit rester impuni. Voilà. Ils interprètent ça, ben oui, si c'est pas impuni, c'est nous qui allons le punir. Je dirais également un autre cas, la généralisation de la latitude laissée aux juges de statuer sur la base des préambules des constitutions et des traités. Alors, il faut s'imaginer que dans un traité, comme dans une constitution, il y a le texte de loi qui fait partie du droit positif. Et puis il y a le préambule. Le préambule, ce sont des principes généraux dans le but de permettre aux gens d'être heureux, de respecter le droit, d'éviter de maintenir la paix, tout ça. Les préambules, c'est ça. Hein. Très souvent, les États qui signent les traités font des réserves et ils disent on n'accepte pas tel article, tel article, tel article. Quelquefois, ils n'acceptent aucun article, mais ils acceptent le préambule parce que ce n'est pas du droit positif. Eh bien, les juges ont pris l'habitude aujourd'hui d'interpréter les préambules et d'en tirer du droit positif, alors que c'est une fonction que personne ne leur a donnée. Et je dirais, il y a 2 juridictions qui sont spécialisées là-dedans, c'est le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Donc, on transforme ce qui n'est qu'une déclaration d'intention en une règle du droit positif. Et donc, c'est un véritable coup d'État silencieux, et ils se sont emparés d'un pouvoir législatif en s'appuyant sur les médias, et en s'appuyant sur ces traités ou sur la Convention internationale des droits de l'enfant, enfin tout permet de bâtir du droit, de fabriquer du droit de toutes pièces à partir de simples déclarations d'intention. Mais tout ça, ce que je viens de vous dire, ce n'est rien. À côté de la gigantesque machine idéologique à détruire les identités, qui est le principe de non-discrimination. Qui est-ce qui, dans cette assemblée, sait ce que veut dire le principe de non-discrimination? Personne. Grave. Bon alors, le principe de non-discrimination, on pourrait en parler, je pourrais vous faire une conférence de 2 heures dessus, hein, parce que c'est quelque chose de diabolique, c'est monstrueux. C'est une expression qui vient du droit anglo-saxon et qui désigne la libre circulation des marchandises. Non-Discrimination Act. Par exemple, en 1780, l'Angleterre signe un traité avec l'Espagne qui permet d'avoir la clause de la nation la plus favorisée en droit international pour les produits anglais. Et on appelle ça non-discrimination. Ça veut dire qu'on va vous permettre, on permet c'est un accord de libre-échange en quelque sorte. On vous donne les droits, le maximum de droits de pouvoir faire entrer des produits dans un pays. Seulement, ça ne s'applique pas du tout aux marchandises, là. Ça s'applique aux personnes. Et ça a commencé à apparaître à partir de 1947, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Qu'est-ce que c'est que le principe de non-discrimination? Ça consiste à dire que on ne peut pas exclure un individu, ni au nom de la communauté à laquelle il veut participer, ni en raison de la communauté à laquelle il appartient. Par exemple, au nom du principe de non-discrimination, on a condamné une école catholique
qui avait refusé la candidature d'un professeur musulman au motif qu'on n'accepte que les catholiques. Bon, gageons que si ça avait été une école juive, le jugement aurait été différent, ou même une école musulmane. Mais voilà, vous voyez? Donc pourquoi? Parce que là, vous appuyez sur l'existence d'un groupe, et vous refusez quelqu'un parce qu'il ne fait pas partie de ce groupe et qu'il fait partie d'un autre groupe incompatible. Eh bien, c'est interdit. Alors, je voudrais souligner la gravité de cette règle, car elle est une déclaration de guerre à toute différence héritée. C'est une déclaration de guerre mortelle pour tout ce qui est patrie charnelle, tout ce qui est héritage culturel. Voilà ce que nous avons introduit dans le droit, n'est-ce pas? Et ce principe de non-discrimination, il a été appliqué explicitement, pour la première fois, dans la loi Pleven de 1972, qui, je vous le rappelle, a été votée à l'unanimité et presque sans protestation, même de la part de nos milieux et de nos écoles de pensée. C'est quand même intéressant de savoir ça. Une modification du droit aussi capitale qui interdit d'effectuer une fonction sociale élémentaire, qui est la discrimination, distinguer le même de l'autre. Toi et moi, on peut se serrer la main, mais on ne fait pas partie du même groupe. Ah non, c'est fini. Vous devez être aveugle au groupe. L'aveuglement est obligatoire. Voilà la conséquence de ce principe. Et ce principe a été appliqué par les tribunaux à la façon américaine. C'est-à-dire que, alors ça c'est une façon également très, très intéressante, qui est la négation de notre droit traditionnel. Un principe que nous avons en droit européen, français par exemple, mais pas seulement français, hein, c'est l'idée que lorsqu'il y a un principe, une loi, elle doit être appliquée de la même façon aux forts et aux faibles. On ne peut pas dire on va écraser les faibles et on va préserver les forts. Et si on se rend compte qu'on va se heurter à cette situation, il ne vaut mieux pas du tout appliquer une loi que l'appliquer de manière inégale. Bon, ça me paraît une évidence, non? Il me semble que c'est quelque chose qui fait partie de la logique du droit français, du droit romain d'abord. Ah, mais aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme ça. Le droit américain considère que si on ne peut pas appliquer une règle de manière égale parce qu'il y a des gens qui sont trop puissants, c'est pas grave. On commence par écraser les faibles. Et puis on écrasera les forts après. Donc on applique au droit des méthodes qui ne sont pas celles du droit, mais qui sont celles de la progression idéologique. C'est-à-dire un combat idéologique, une invasion progressive par des principes de vie, en commençant par écraser les obstacles les plus faibles. Eh bien, c'est comme ça qu'on applique le principe de non-discrimination. C'est ainsi, par exemple, que si vous êtes une vieille dame retraitée et que vous faites paraître une annonce dans laquelle vous dites « Je veux louer ma chambre d'étudiant, mais je voudrais un étudiant français, hein, s'il vous plaît. » Ben, cette vieille dame, elle est attaquée dans les tribunaux, on va la ruiner, on va briser sa vie en lui donnant des amendes gigantesques, parce que elle a contrevenu au principe de non-discrimination. Mais en revanche, si vous êtes la compagnie AXA et que vous faites paraître dans votre guide de souscription évident le fait qu'on ne doit pas assurer telle catégorie, parce que ce sont Moi, j'ai eu le cas j'étais assureur, mon métier, j'ai eu le cas d'une personne qui était un gitan, de famille gitane, mais il était sédentaire et il avait un mode de vie qui était celui de tout le monde. Et il m'a demandé d'assurer sa maison. J'ai assuré sa maison. La compagnie m'a dit « J'annule le contrat parce que ce monsieur est un gitan. » Je lui ai dit « C'est un gitan peut-être d'origine, mais enfin, du moment qu'il a une maison et qu'il veut l'assurer, c'est qu'il est sédentaire. » « Ah non, c'est un gitan, on ne veut pas. » Et ils ont résilié le contrat à cause de ça. Ils ont passé sans effet le contrat, ce qui était gitan. De même, les banquiers
moi je faisais de la vente de contrats de financement, et il y avait une dame antillaise qui venait ben, s'assurer, bon, je lui ai proposé le contrat, etc. La banque m'a dit, monsieur, cette personne est antillaise, on n'assure pas les Antillais car la statistique est trop mauvaise. Donc vous voyez, vous êtes la banque pouvait ainsi répondre par des statistiques, donc qui fait qu'elle s'appuyait sur une réalité, mais enfin qui est illégale. On n'a pas le droit de faire ça. Mais vous comprenez bien que on ne va pas attaquer avec ça. C'est trop puissant. Ils ont 5000 avocats, hein, parmi les meilleurs, et bon, l'affaire ne marchera pas. Ça, c'est le principe de non-discrimination. C'est un principe qui, de manière avérée, est censé écraser d'abord les faibles en préservant momentanément les forts. En fait, c'est la négation de la justice. Alors, comme bien sûr ce système fonctionne très bien, et qu'il a déjà fait beaucoup de victimes, eh bien, il y a beaucoup de groupes minoritaires qui vont essayer de voir appliquer cette jurisprudence de la non-discrimination à leur cas particulier. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a étendu, bien sûr, l'origine, le sexe, n'est-ce pas ? On ne peut pas discriminer en fonction du sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, notez quand même cette notion, hein, l'âge, hein, la situation familiale, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, sauf bien sûr s'il s'agit d'opinions politiques comme les nôtres, hein, bien sûr. Les activités syndicales, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, lieu de résidence, domiciliation bancaire, état de santé, précarité de situation économique, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Et la dernière addition à ce principe de non-discrimination, c'est l'article 225E1, 2 du Code pénal, l'acceptation ou le refus de subir des faits de bizutage. Voilà. Ce principe de non-discrimination a complètement, mine de rien, et sans qu'on nous le dise, chamboulé totalement notre droit. Puisque, en droit, vieille exception qui vient du droit romain le plus ancien, n'est-ce pas, date du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'exceptio veritatis. Bon. Vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose au nom d'une réalité que vous estimiez juste, eh bien, si vous prouvez qu'elle est vraiment juste, l'acte que vous aurez fait sera disqualifié sur le plan pénal, l'exceptio veritatis. Eh bien, la jurisprudence concernant le principe de non-discrimination nous dit qu'il n'y a plus d'exception de vérité en matière de principe de non-discrimination. Par exemple, si je dis, bon, il se trouve que sur 10 000 condamnés, il y en a 30% qui appartiennent à telle ethnie, alors que cette ethnie ne représente que 5% de la population. C'est interdit. C'est illégal. Pourtant, c'est vrai. Mais vous vous en tirerez pas en disant au juge, mais attendez, regardez, vous avez des statistiques, elles ne sont pas discutables. Non, non, non. C'est vrai, mais vous n'avez pas le droit de le dire. L'exceptio veritatis. On est compte la gravité de ce genre de choses. De même, on institue par là un délit sans victime, puisqu'il suffit de penser une chose ou de le dire, même en privé, pour être un délinquant. Vous avez dit en privé, je ne sais pas, moi les ratons je ne les aime pas, ou un truc comme ça, n'importe quoi. Bon, vous avez fait de tort à personne. Vous l'avez dit à un copain, etc. Vous avez été entendu. Il n'y a pas de victime. Ah oui, mais c'est un délit. Vous allez être puni pour avoir pensé ou dit quelque chose. Bon, je ne dis pas que c'est bien de dire j'aime pas les ratons, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je dis simplement, voilà, on a instauré un délit sans victime. Alors qu'il n'y a pas de tort, il n'y a pas de dol causé à personne. De même,
on a créé, quelquefois, un délit sans auteur. Parce que, dans le principe de non-discrimination, l'acte devient délictueux, non pas par son contenu, mais par ses motivations. Bon, vous vous rendez compte où on en arrive, hein? On a mis en marche une machinerie totalitaire pire que l'Inquisition. Je ne sais pas moi, par exemple, vous dites, vous avez le cas j'ai entendu à la radio ce pauvre type, un menuisier qui a été ruiné, sa boîte a été fermée, hein, il a eu des dettes jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il avait refusé d'engager des immigrés étrangers, et on lui a dit, vous avez refusé de les prendre, pourquoi vous les avez fait? Et lui, pauvre pomme, hein, ce crétin, hein, au lieu de dire, mais non, mais il ne savait pas très bien se servir du rabot, ou un truc comme ça, qui aurait été se régler la question, non, bêtement, il a cru il avait le droit de dire ce qu'il disait, il a dit, ouais, ben moi, qu'est-ce que vous voulez, je préfère qu'on travaille entre Français. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il avait fait? C'est interdit, ça, hein? C'est tout juste qu'il n'a pas fait de la tôle. Vous voyez, voilà ce qu'on a mis en place. Donc il s'agit d'une incrimination d'ordre quasi religieux, dans laquelle toute distinction entre public et privé est exclue. Et en ça, nous sommes inférieurs aux droits musulmans. Hein. Parce que moi, j'ai vécu dans des pays musulmans intégristes, l'Arabie saoudite, et je peux vous dire qu'en Arabie saoudite, la distinction entre privé et public, elle est fondamentale. Eh bien, avec le principe de non-discrimination, on a fait tomber par terre la distinction entre privé et public. Vous dites quelque chose en privé, c'est pas grave. Vous l'avez dit tout seul, c'est pas grave. C'est un délit. On va sanctionner une pensée. On va sanctionner une motivation. Nous sommes dans le cadre de l'Inquisition. Exactement. Sauf que l'Inquisition, elle avait quand même de très grandes limites que l'État moderne ne connaît pas. Et actuellement, nous en sommes encore dans l'idée que ce que je fais en ce moment est permis, puisque c'est ce qu'on appelle un discours contra legem. Je combats la loi, mais je ne tombe pas sous son coup. Mais beaucoup de juges, il y a une jurisprudence qui est en formation et qui va interdire de critiquer la loi. On ne pourra même plus dire que le principe de non-discrimination est une abomination. Vous voyez la gravité de cette situation. Vous voyez combien ça va être difficile de préserver l'identité française tant qu'on aura un principe pareil qui nous domine, n'est-ce pas? Alors, j'en reviens à mon point de départ. Macron qui croit qu'en finassant, qu'en passant, en caressant les juges, en disant vous êtes des gens formidables, très bien. Mais en ne changeant rien au système idéologique et juridique de l'Europe, on pourra, malgré tout, continuer à maintenir nos États. Eh bien, c'est une erreur grossière, parce que le monstre idéologique est tellement puissant que l'on ne peut pas le combattre par la bande. Il faut affirmer son incroyance face à ce dogme néo-religieux. Il faut blasphémer cette nouvelle religion. Et si on arrive à libérer ainsi notre parole, alors nous pourrons nous faire entendre. Que puis-je dire en conclusion? Eh bien, je dirais que la souveraineté est une, et le juge fait partie de la souveraineté, mais il y est normalement soumis. La justice française et européenne doit être indépendante des abus des puissants, mais elle ne peut pas se cacher derrière son irresponsabilité statutaire pour adopter une idéologie partisane qui rend la justice partiale et injurieuse aux Français. Je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays. La justice ne peut pas, comme l'ont fait les parlements d'Ancien Régime, ou comme le Conseil d'État aujourd'hui, faire la guerre à la politique de l'État qui le nourrit. Et si nous voulons un État indépendant, il faut donc abroger
tous les traités qui nous imposent la soumission à des institutions supranationales acharnées à la déréliction de l'Europe. Naturellement, il est bon que la magistrature soit un corps de l'État. Mais son esprit de corps doit servir la patrie et non la dissoudre. Et les contrevenants doivent être sanctionnés au besoin par la révocation, selon le vieux procédé que nous avons vu. Sans élimination des juges partisans, il n'y a pas de restauration possible. Et surtout, il faut extirper de notre droit et de notre esprit public ce principe de non-discrimination qui nous détruit. Je vous remercie de votre attention.